David Goggins. Ce nom, pour beaucoup, c'est devenu le symbole même de la force mentale, presque surhumaine. Mais voilà, pour vraiment comprendre l'homme qu'il est devenu, il faut d'abord comprendre l'enfer qui l'a forgé. Alors, on va plonger ensemble dans l'histoire brutale d'un enfant qui a transformé une douleur qu'on peine à imaginer en une force qui, aujourd'hui, défile en temps. Cette phrase, elle est tirée de son livre, mais c'est bien plus qu'une simple citation. C'est sa mission en quelque sorte. C'est aussi un défi qu'il nous lance à tous. Est-ce que nos vies sont devenues si confortables, si douces, qu'on risque de passer à côté de notre vrai potentiel? C'est une question qui fait réfléchir. Ok, première étape de ce voyage, Paradise Road, le chemin du paradis. Ça sonne bien, non? Ça sent le rêve américain à plein nez. Sauf que pour le jeune David, ce paradis apparent cachait en réalité un enfer bien réel, un enfer orchestré par la personne qui aurait dû le protéger, son propre père. Le contraste est saisissant. D'un côté, il y a la vitrine, ce que tout le monde voyait, une maison de rêve, des voitures de luxe, une Rolls, une Mercedes, et un père, Trunis Goggins, qui affichait le sourire du succès. Et puis il y a la réalité, derrière les portes closes. Un tyran, un homme qui transformait chaque jour en enfer et qui forçait ses propres enfants à travailler jusqu'à l'épuisement. C'était l'illusion parfaite. Pour le petit David, chaque journée était un cycle infernal de peur et d'épuisement. Après l'école, pas de jeu, pas de dessin animé. C'était direct au Skateland, la patinoire de son père, pour des nuits entières de travail forcé. Résultat, en classe, il s'endormait sur sa table. Mais le pire, c'était la dissimulation. Chaque bleu devait être caché, chaque blessure gardée secrète. Parce que si quelqu'un découvrait la vérité, les représailles à la maison seraient encore plus violentes. C'était ça, sa réalité, survivre en silence. Ces mots, ce ne sont pas les mots d'un homme qui a perdu le contrôle. Non. C'est la cruauté froide, calculée, de son père juste avant de frapper sa femme avec la boucle de sa ceinture. Une nuit, en voulant protéger sa mère, David, qui n'avait que 6 ans, a reçu la même fureur. Son père l'a fouetté, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. On pourrait se dire que s'échapper de cet enfer, c'était la fin du cauchemar, la libération. Mais en fait, pour Goggins et sa mère, ce n'était que le début d'une toute nouvelle série d'épreuves. L'évasion, c'était un acte de courage absolument inouï de la part de sa mère. Pendant des semaines, dans le secret le plus total, elle a tout planifié. Elle a même réussi à lui faire signer une demande de carte de crédit pour financer leur départ. Le jour J, ils ont tout balancé dans des sacs poubelles, sauté dans leur vieille Volvo et sont partis. Mais la liberté, ça a un prix. Leur voiture est tombée en panne au milieu de nulle part et ils ont fini par dormir par terre dans une salle d'hôtel, coincés entre l'enfer qu'ils venaient de fuir et un avenir complètement incertain. Voilà, ce sont les derniers mots que Trunis Goggins a dits à sa femme. Des mots qui n'étaient pas juste là pour blesser. Non, ils étaient conçus pour anéantir tout espoir, pour la convaincre qu'elle n'était rien sans lui. C'était sa dernière tentative de la garder en cage, même à distance. Mais les blessures les plus profondes, elles, ne se voyaient pas. Ce dont Goggins souffrait, les experts l'appellent aujourd'hui le stress toxique. Des années de traumatisme avaient littéralement recablé son cerveau. Son corps était en état d'alerte permanent. Vous savez, ce mode combat ou fuite qui ne s'arrêtait jamais. Et les conséquences ont été dévastatrices. La liberté, ça ne ressemblait pas du tout à la liberté. Il vivait dans une pauvreté extrême. Et le traumatisme, il a commencé à sortir, physiquement et mentalement. Il s'est mis à bégayer, il perdait ses cheveux par plaques, il était incapable d'apprendre. Il est devenu un maître de la triche, non par paresse, mais par pur instinct de survie. Il fallait à tout prix éviter d'être envoyé dans une école pour enfants à besoins particuliers. Alors qu'il venait à peine d'échapper à la tyrannie de son père, Goggins a dû faire face à un nouvel ennemi, un ennemi tout aussi insidieux, le racisme systémique d'une petite ville de l'Indiana. Et puis, au milieu de tout ça, il y a eu une courte, très courte lueur d'espoir. Sa mère a rencontré Wilmot Irving, un homme bon, qui est devenu la figure paternelle que David n'avait jamais eue. Et pour la première fois de sa vie, tout semblait presque normal. Il y avait de la sécurité, de la normalité, de l'espoir. Mais cette accalmie n'allait pas durer. Le lendemain de Noël, l'impensable se produit. Wilmot est assassiné. 5 balles à bout portant. Ce petit refuge qu'ils avaient trouvé venait d'être anéanti. Non seulement Goggins perdait son beau-père, mais sa mère perdait le peu de foi qui lui restait en la vie. Le cauchemar était de retour et il était plus sombre que jamais. De retour à Brazil dans l'Indiana, le champ de bataille change. La violence n'est plus seulement à la maison, elle est partout. Il est l'un des 5 seuls élèves noirs de son lycée. Chaque humiliation, chaque menace le conforte dans une terrible certitude. Il est seul contre tous. Et attention, ce n'était pas juste quelques incidents isolés. Le Ku Klux Klan était une force bien réelle et très active dans la région, comme le montrent les journaux de l'époque. La haine n'était pas cachée, elle était affichée au grand jour. C'était l'air qu'il respirait, une menace constante, palpable. Voilà le message qu'il a trouvé un jour, écrit dans son manuel scolaire. Juste à côté, il y avait une caricature de lui, pendu.
La haine anonyme, la menace de mort, directe, laissée dans le seul endroit où il aurait dû se sentir en sécurité. Ça a été le point de rupture. C'est ici, au fond du gouffre, au point le plus bas, que la véritable transformation de David Goggins commence. C'est le moment où il a compris que personne, absolument personne, ne viendrait le sauver. Et c'est là que tout bascule. Il a une révélation. Il comprend que la motivation, c'est une blague, c'est une émotion, ça va et ça vient. On ne peut pas compter dessus. Alors il arrête de se voir comme une victime. Les cartes qu'on lui a distribuées dans la vie, c'est son jeu. Moche, mais c'est le sien. Et c'est à lui, et à lui seul, de décider comment le jouer. C'est de là que naît son premier grand défi. L'idée, c'est de ne plus fuir le passé, mais au contraire, de s'y confronter, de le regarder droit dans les yeux. C'est simple, écrire chaque obstacle, chaque douleur, chaque mauvaise carte. Pas pour s'apitoyer sur son sort, non, mais pour créer une liste. Et cette liste, elle ne devient plus une excuse, elle devient un carburant. Le carburant de sa future réussite. Cette philosophie l'a mené à développer sa fameuse règle des 40%. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque notre esprit nous dit « c'est fini », je suis épuisé, je ne peux plus continuer, en réalité, on n'a utilisé que 40% de notre véritable potentiel. Il existe une immense réserve de volonté cachée en nous que la plupart des gens n'exploitent jamais. Au final, l'histoire de Goggins, c'est comme un miroir. Elle nous renvoie à une question fondamentale. La question n'est plus de savoir de quoi lui était capable, la question, c'est de savoir de quoi chacun de nous est capable. Qu'est-ce qui se cache dans les 60% de notre potentiel qui reste la plupart du temps inexploré?